Apparemment, Léna Situation n'aime plus le développement personnel. En vrai, j'adore les livres de Léna Situation parce que c'est un très bon résumé de sa pensée politique et en fait de tous les messages qu'on va retrouver dans ses vidéos, dans ses podcasts, dans les interviews qu'elle peut donner, même dans sa marque et évidemment dans ses vlogs d'août. Et en même temps, je suis trop contente qu'ils ont accepté que je me tente jouer dedans. Et j'ai eu la chance de recevoir mon exemplaire de son nouveau livre quelques jours avant sa sortie en librairie, donc je vous propose qu'on analyse tout ça ensemble. De quoi parle ce livre, qu'est-ce qu'elle y raconte, mais surtout, qu'est-ce qui a changé par rapport au message de son premier livre. Alors, vous pouvez mettre votre réfrécha citron vert à la poubelle et vous ouvrir une bonne grosse canette de Red Bull, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre où en est la pensée politique de Léna Situation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne, il se trouve que j'ai déjà consacré une vidéo au premier livre de Léna Situation et plus particulièrement à son mantra plus égale plus, c'est de la question de la pensée positive. Ce deuxième livre, c'est donc une bonne occasion de réactualiser tout ça et de voir comment son discours a évolué entre 2020 et 2025. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses pour elle. De la bonne copine des vlogs d'août, elle est en train de devenir une icône française dans le paysage médiatique international. On l'a vu plusieurs fois au Met Gala à New York, elle pose désormais avec ses idoles d'enfance que sont les Kardashian ou Anna Wintour. Elle est devenue un des visages récurrents de la Fashion Week, des Césars, du Festival de Cannes, et on voit défiler de plus en plus de stars internationales sur son podcast, la dernière en date étant Rihanna. Et en même temps, faut être conscient que Léna Mafouf, c'est quelqu'un qu'on prend constamment plein la gueule. Elle est la cible d'attaques sexistes, misogynes et racistes, autant sous forme de harcèlement sur internet que d'insultes sur les plateaux télé et même d'accusations en islamisme de la part d'une membre du parti d'Emmanuel Macron. Trop couverte ou pas assez? À la mode des frères musulmans. Donc non seulement faut faire bloc face à ce type d'attaque, mais en plus moi Léna Situation c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien. C'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo sur son livre et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Même si vous allez voir dans son discours il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord, l'idée c'est d'en proposer une analyse argumentée et honnête qui reste respectueuse et bienveillante. Et je vous invite à faire la même en commentaire. C'est aussi la première fois que je tente un format un peu plus spontané en réagissant à chaud à une grosse sortie comme celle-ci. Alors forcément ce sera un peu moins écrit et un peu moins monté que d'habitude. Je précise aussi que cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui me suivent et qui donc a priori n'ont pas prévu de lire ce livre mais sont quand même curieux et curieuses de savoir ce qu'il y a dedans. Alors si t'as envie de le découvrir par toi-même, garde cette vidéo pour plus tard. Si vous êtes là, c'est que je considère que ça vous dérange pas d'être spoilé. Et donc, sans plus tarder, on peut rentrer dans le vif du sujet avec une vidéo qui va se découper en 3 parties, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai moins aimé, et une réflexion sur la direction qu'est en train de prendre Léna Situation, et notamment de son potentiel prochain livre qu'elle semble déjà avoir annoncé. Alors, parmi les choses que j'ai préférées, c'est quand elle nous raconte les coulisses de sa vie d'influenceuse dans la mode. Je pense par exemple à un moment où elle nous raconte toutes les propositions qu'on lui a faites après la sortie de son premier livre. Elle nous dit qu'on lui a proposé de le sortir en format de poche pour essayer de faire plus d'argent, qu'il y a un patron d'une chaîne de télé qui voulait qu'elle joue sa propre caricature dans une mini-série intitulée « Comment être positive », diffusée chaque soir avant le journal de 20h, et qu'il y a même des vendeurs de formation qui sont venus lui proposer des gros contrats pour faire des formations en ligne pour apprendre comment rester positif. Elle revient également sur des moments plus difficiles, notamment sur le clash qu'il y avait eu avec Bec BD au moment de la sortie de son premier livre. Elle raconte la crispation du monde de l'édition traditionnelle qu'il a vu débarquer, comment elle, ça l'a affecté, et puis les leçons qu'elle a tirées de tout ça. Il y a aussi un moment où elle raconte comment un mec a posé ses mains sur elle pendant un rendez-vous d'essayage avec une maison de mode. Dans ces moments-là, je trouve qu'elle a un discours assez important parce qu'elle est au cœur de mondes qui font l'objet de beaucoup de fantasmes, et elle arrive à décrire aussi bien ce qu'elle admire que ce qui lui pose problème. Et je pense que c'est toutes ces anecdotes, ces offs, ces coulisses avec le point de vue de Léna Situation qui font qu'on s'attache à elle et qu'on ressent les trucs avec elle. Et au final, je pense que c'est ce que je retiendrai le plus de ce livre. Ensuite, la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est toute la prise de distance avec le côté pensée magique de son premier livre. Pour rappel, dans son premier livre, elle racontait son échange universitaire à New York, au cours duquel elle avait eu une révélation pour le développement personnel très positif à l'américaine. Et désormais, elle considère qu'à l'époque, elle était dans l'insouciance joyeuse des premières fois. Et elle nous dit clairement qu'elle croit plus vraiment à tout ça. On nous vend l'idée que le bonheur, le succès, la richesse, tout ça serait une affaire de méthode et qu'il suffirait de faire exactement ce qu'il faut pour réussir, comme si ceux qui échouent n'avaient juste pas lu le bon bouquin. Et s'accrocher parce que quand on veut, on peut, je l'ai cru sincèrement. En vrai, elle assume plusieurs fois le fait de s'être trompée et elle va même jusqu'à faire un mea culpa pour certains messages de son livre précédent. Genre elle nous dit, soyons honnêtes, mal compris, ce toujours plus peut vite devenir une prison. Bon, je vais pas développer beaucoup plus parce que c'était une bonne partie de la vidéo que j'avais faite sur son premier livre. Dans cette vidéo, j'expliquais en gros comment les discours sur la pensée positive trouvent
leur origine dans des prêches évangélistes, notamment autour de la figure du pasteur très conservateur Norman Vincent Peale, qui est le mec qui a écrit le tout premier best-seller de développement personnel. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir directement cette vidéo. En tout cas, je m'attendais pas du tout à une autocritique aussi claire et qui revienne aussi fréquemment dans le livre. C'est super intéressant de voir quelqu'un évoluer, changer d'avis, expliquer pourquoi, reconnaître ses torts, etc. C'est pas un exercice évident, donc bravo. Et enfin, la troisième chose que j'ai appréciée, c'est que dans ce livre, Lena Situation assume certaines prises de position politiques. J'en ai parlé avant, mais Lena Situation, c'est quelqu'un qui en prend constamment plein la gueule, et donc, un peu malgré elle, c'est devenu une sorte d'experte sur la question du harcèlement. Pour que vous vous rendiez compte, on parle quand même de quelqu'un qui, quand elle a annoncé qu'elle allait ouvrir un resto vegan, il y a des gens qui sont allés balancer des œufs sur la maison de sa daronne. Mais là où dans son premier livre, elle donnait surtout des solutions individuelles qui donnaient un peu l'impression de minimiser le problème, comme par exemple changer son regard ou trouver d'autres amis, là elle a une lecture politique claire de la question. Pour beaucoup, la mode n'est que superficialité, mais la mode est politique. En réalité, tout est politique. L'eau du robinet est politique, le jean que tu portes est politique. On ne s'habille jamais dans le vide, on s'habille dans un monde. Un monde où une jupe peut t'empêcher d'entrer dans une école. Un monde où une robe de luxe peut t'ouvrir des portes ou te faire traiter de vendu. Un monde où ton poids, ta coupe de cheveux, ton vernis ou ton hijab peuvent devenir des débats télévisés sur CNews sans même qu'on te demande ton avis. Et refuser de le voir, c'est souvent un luxe. Le luxe de ne pas avoir à s'expliquer. Le luxe d'être dans la norme. Je trouve que plusieurs fois elle a des messages assez bien formulés comme ça et ça fait plutôt plaisir à entendre de la part de quelqu'un qui a une telle audience. Elle prend aussi le temps de faire de la prévention un peu plus efficace, de rappeler clairement ce que dit la loi et ce à quoi s'exposent les personnes qui participent à ces campagnes de cyberharcèlement. Ces dernières années, elle avait aussi fait partie des influenceurs qui s'étaient exprimés sur la réforme des retraites en 2023, sur les législatives en 2024 ou sur le génocide en Palestine. Et j'ai trouvé ça cool de trouver des prises d'opposition un peu équivalentes dans le livre qui montrent que c'était pas juste des positionnements opportunistes, mais qu'il y a une sincère volonté de dénoncer des injustices derrière tout ça. Et en plus, contrairement au premier livre où elle citait surtout d'autres livres de développement personnel, là dans les notes de bas de page, on retrouve quelques essais féministes plus engagés, comme par exemple Un corps à soi de Camille Froideau-Métry ou Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge de Fiona Schmidt. Après, si la question de la politisation ou de la non-politisation des influenceurs et des influenceuses vous intéresse, il y a une vidéo documentaire très intéressante sur le sujet qui a été faite par Linguisticae et d'autres créateurs et créatrices que je vous mets en description. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce livre et sur lesquelles il y a eu une vraie évolution depuis le premier livre, mais une fois qu'on a dit tout ça, il faut passer au point négatif. Alors, je vous ai dit que j'étais friand d'infos inédites, de coulisses et d'anecdotes comme ça. La première chose négative à mes yeux, c'est que dans ce livre, elle est assez peu généreuse là-dessus. À part les quelques anecdotes dont je vous ai parlé avant, qui sont des passages isolés du livre, c'est surtout du développement personnel pur et dur. Alors que dans son premier livre, elle racontait quand même beaucoup de détails sur son enfance, sur la manière dont elle avait été éduquée, sur pourquoi elle avait commencé les vidéos, sur comment elle était devenue la youtubeuse qu'on connaissait. Là où le premier avait un côté autobiographique que je trouvais assez intéressant, là on a l'impression qu'elle s'adresse surtout à des gens qui connaissent déjà parfaitement son univers. Je sais qu'elle a déjà fait des vidéos dessus, mais je t'avoue que j'aurais préféré qu'elle re-raconte des détails, des coulisses d'un événement comme le Met Gala, plutôt qu'elle nous réexplique une nouvelle fois le principe du Miracle Morning. Et donc on arrive au deuxième défaut, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de redites par rapport au premier livre. Sur la forme, c'est exactement la même recette qui avait fait le succès de Toujours Plus. On retrouve des pages très colorées avec des paragraphes éclatés, des exercices à remplir ou des pages à découper. On retrouve aussi un ton très oral, comme si elle s'adressait directement à nous à voix haute en utilisant tout le temps le je et le tu. Donc on a tous ces codes de la littérature transformatrice que j'avais analysé dans la vidéo précédente. Pourtant, sur sa 4e de couverture, elle nous annonce « J'aime pas le développement personnel ». Alors moi je m'attendais à une rupture dans ce livre, et même s'il y a une prise de distance avec le côté un peu pensée magique, ça s'arrête là. D'ailleurs, avant même d'arriver à la partie encore mieux qui correspond au titre et à la couleur verte de la couverture, on retrouve toute une partie intitulée Le Plus qui reprend un peu tous les poncifs du développement personnel qu'elle a déjà expliqué dans le premier. L'organisation, la productivité, la discipline, la gratitude, etc., etc. Et ça donne parfois un peu le sentiment d'avoir plus une édition augmentée qu'un nouveau livre entre les mains. Si vous vous posez la question de savoir si ce type de méthode de développement personnel fonctionne, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appuie sur les travaux d'un sociologue qui a suivi des adeptes du développement personnel sur plusieurs années afin d'étudier concrètement les effets positifs et négatifs sur leur vie. Je vais donc pas approfondir ça ici, mais je vous mets encore une fois un lien en description. Et au-delà des poncifs sur la productivité ou l'organisation, il y a quand même un ou deux détails qui m'ont fait tiquer. Notamment la référence au livre Le Secret, qui est quand même un ramassis de pseudo-sciences spirituelles et magiques avec des relents un peu complotistes, qui est pourtant le genre de truc contre lequel elle essaye de nous mettre en garde un peu tout au long de son livre. Si vous voyez pas du tout ce que c'est Le Secret, faut que vous voyez un extrait du film qui a été tiré du livre, que même Wikipédia considère comme un faux documentaire. Si on s'imagine par exemple avoir une voiture neuve, l'argent dont on a besoin, créer son entreprise, trouver son âme sœur,
Si on imagine à quoi ça ressemble, on émet une fréquence sur une base cohérente. Les pensées que vous avez envoient un signal magnétique dans l'environnement et cela met leur parallèle en mouvement vers vous. Imaginez-vous vivre dans l'abondance, vous attirerez l'abondance. Et en fait, c'est un peu symptomatique d'une sorte d'entre-deux qu'on retrouve tout au long du livre. D'un côté, elle réaffirme la méthode qui a fait le succès de son premier livre, et de l'autre, elle passe son temps à mettre en garde contre les injonctions potentiellement toxiques qui se cachent derrière ses conseils. Autant, dans son premier livre, j'étais vraiment pas d'accord avec elle, mais son message était clair, autant là, des fois, j'ai du mal à savoir vraiment ce qu'elle veut nous raconter. Pour tenter une métaphore un peu foireuse, je dirais qu'elle nous promet un tournant dans son discours, mais qu'on est encore au tout début de la courbe, et qu'on a du mal à voir ce qu'il y a au bout du virage. Et c'est là qu'on arrive à la troisième et dernière chose que j'ai moins aimé dans ce livre, qui est potentiellement la prochaine étape vers laquelle Lena Situation veut nous emmener, son aspiration à incarner l'archétype Girl Boss. Dans son premier livre, elle avait un paragraphe explicitement intitulé Girl Boss dans lequel elle nous donnait quelques conseils pour monter une petite entreprise. Dans le deuxième, elle consacre carrément un chapitre sur ses conseils sur comment gérer un business. Et dans une interview qu'elle a donnée récemment pour Vogue, elle explique qu'elle envisage potentiellement d'y consacrer tout un livre. Et à mon avis, le risque de cette stratégie, c'est que les girl boss, c'est souvent des figures un peu détestables. Selon la journaliste au Monde Anne Chirol, la girl boss est celle qui arrive à conjuguer plusieurs existences à la fois. Celle de la femme heureuse en couple, de la mère moderne, d'entrepreneuse indépendante, de chef d'équipe ambitieuse, de sportive invétérée. Tout ça, le sourire aux lèvres, l'air de dire à ses consoeurs, si j'y arrive, vous pouvez tout le faire. Et franchement, dans son livre, il y a un peu de ça. Notamment avec la métaphore de la table et de ses 4 piliers, où elle explique son succès par le fait d'avoir des amis exceptionnels, un amoureux parfait, qu'elle a trouvé son équilibre en termes de santé et qu'elle s'est mise au sport. Et si un jour elle devient une maman épanouie, alors elle complétera le cliché parfait de la girl boss états-unienne qu'on retrouve dans des biographies de chefs d'entreprise ou dans une série Netflix éponyme. Alors peut-être que son audience la suivra dans une direction à 100% girl boss, mais c'est un archétype classique du développement personnel qui est pas nouveau et sur lequel j'ai 2 critiques principales à faire. La première, c'est que en proposant une émancipation des femmes par le business, elle laisse forcément de côté les perdants du capitalisme qui, en grande partie, sont des perdantes. Donc c'est un féminisme assez excluant et pas très universel. We cannot be free until everyone is free. Si vous voulez approfondir la question, je vous mets 3 vidéos en description qui vous expliqueront tout ça bien mieux que moi. Et la deuxième critique que j'ai sur cette vision très girl boss, c'est de marchandiser les discours sur l'émancipation, c'est d'en faire des produits qui finissent par exclure les personnes qui n'ont pas les moyens de se les payer. Un exemple qui cristallise bien tout ça, c'est le podcast qu'elle a fait avec Rihanna. Lena, elle est là, toute sincère, toute timide, à lui parler du fait que c'est difficile d'accepter ses cheveux bouclés quand on est une femme non blanche. I feel like every girls that have curly hair have a story of loving their curly hair. Et en face, t'as Rihanna qui est en Europe pour une tournée promo pour ses cosmétiques, qui commence à enchaîner sur sa marque. Et donc beaucoup de gens se sont demandé si c'était une collaboration commerciale ou pas. En gros, est-ce que Lena Situation était payée pour parler cheveux avec Rihanna? Au point qu'elle a même dû modifier son post Insta pour expliquer que non, qu'elle avait financé 100% de ce qu'elle considère être une interview inspirante et non la promotion d'une marque. Bref, c'est un petit exemple qui s'apparente plus à un couac de communication, mais qui montre bien comment, en marchandisant l'acceptation de soi, on finit par perdre le côté émancipateur du discours. En faisant de la confiance en soi un produit, on en dépossède les gens qui ne peuvent pas s'acheter le dit produit. En gros, tu peux accepter tes cheveux bouclés, mais ça sera quand même plus facile si tu achètes du Fenty. Bon, et pourtant notre girl boss, elle a annoncé qu'elle allait sortir d'autres livres, elle a même créé sa propre maison d'édition pour ça. Donc je vous propose de terminer avec une réflexion sur les perspectives d'évolution et la suite pour Lena Situation. Afin de pouvoir continuer à publier des vidéos sans sponsor comme celle-ci et d'aller vers un format de plus en plus indépendant, j'ai mis en place un système de dons par abonnement sur Ulule avec des contreparties très cool pour les gens qui s'abonnent. Alors si t'as envie de soutenir la chaîne et de faire l'acquisition de ce super sticker, je t'invite à aller faire un tour en description. Alors, ma take, c'est que Lena Situation devrait tout simplement arrêter d'écrire des livres de développement personnel. D'abord parce que je trouve qu'en étant dans le coaching en permanence, ça transforme ces contradictions qui sont intéressantes chez elle en incohérences. Par exemple, dans ses vlogs d'août, elle nous montre qu'elle est constamment en surménage professionnel. Elle est souvent à fleur de peau à cause de ça, il lui arrive de craquer, et elle nous explique même que ce rythme l'a rendue accro au Red Bull. J'ai débloqué une nouvelle addiction, faudrait qu'on en parle juste après. Alors qu'en parallèle dans son livre, elle nous explique qu'elle a trouvé un super équilibre entre le professionnel et sa santé, et qu'on devrait faire pareil. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu une limite de sa posture de grande sœur qui est là pour nous donner des conseils, c'est qu'à un moment ça devient un peu incohérent. Et ça sonne d'autant plus faux que Lena Situation, elle est en train de devenir une personnalité hors du commun. Donc les conseils qu'elle nous donne, ils sont parfois un peu hors sol par rapport à notre vie à nous. Et moi je m'en fous qu'elle prenne pas soin de sa santé, elle fait ce qu'elle veut. Au contraire, je trouve même que toutes ces contradictions, c'est un des points forts de son personnage. Elle est capable de
s'extasier dans un monde de la mode qui la fascine, et en même temps d'être assez honnête et transparente sur tous les défauts de ce monde-là. Et c'est une qualité qui est même mise en avant par Loïc Prigent, qui est le mec qui a préfacé le bouquin. Il nous dit « Sa présence souriante est une révolution. Surtout, elle montre tout, comme les cernes et les migraines au lendemain des ascensions des tapis rouges, etc. etc. » Et c'est ça qui est cool, c'est qu'elle nous montre aussi bien les tapis rouges du Met Gala ou ses podcasts avec Rihanna, que les impacts de la célébrité, de sa surexposition, les impacts sur sa santé physique et mentale, et tout le revers de la médaille qui nous permet, nous, lecteurs et lectrices, de comprendre la complexité du monde de la mode et de l'influence. C'est pour ça que si elle écrit un autre livre, je pense qu'elle devrait continuer à faire un truc qui lui ressemble, une sorte de journal coloré, joliment chaotique, avec des petites infos croustillantes sur le monde de la mode, mais sans chercher tout le temps à nous coacher. En plus, je trouve qu'il y a un côté un peu infantilisant de nous prémâcher ce qu'il y aurait à retenir de chaque chose qu'elle nous raconte. Donc au contraire, ça serait faire le pari de l'intelligence de son audience de considérer qu'elle est capable de sélectionner ce qu'il y a à retenir ou non d'une anecdote. Et la preuve que c'est possible, en interview, Léna Situation explique elle-même s'inspirer autant de fiction que de développement personnel. Mais un dernier exemple pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Dans la dernière saison des Vlogs d'août, il y a des débats récurrents entre Léna Situation et ses potes influenceurs sur le fait qu'elle fasse le montage elle-même, et tout le monde qui lui conseille de prendre un monteur. Fallait embaucher des monteurs plus tôt. T'as les moyens d'avoir des monteurs. Tu peux prendre 8 monteurs par jour si tu veux. Et effectivement, ça serait peut-être le choix le plus rationnel à faire pour elle, tant en termes de surménage professionnel que de santé mentale, mais elle a pas envie, elle considère que ça fait pas partie de sa démarche artistique, elle veut garder un peu les mains dans le cambouis, dans la technique. Et franchement, moi je trouve ça trop bien, c'est sa démarche professionnelle, c'est ce qui fait sa singularité, donc faut qu'elle arrête de chercher à vouloir nous donner des conseils à tout prix, qu'elle nous explique pourquoi ça a du sens pour elle, sincèrement, et je suis sûr qu'on sera capable de comprendre ses contradictions. Donc Léna, si tu nous écoutes, s'il te plaît, éclate-toi, mais ne nous fais pas un autre bouquin de développement personnel. Bref, pour conclure, vous aurez compris que j'aimerais bien lire autre chose de Léna Situation que du développement personnel. Après, si vous la kiffez elle, clairement, vous allez prendre du plaisir à lire ce livre. Malgré tout, elle arrive toujours à garder un énorme capital sympathie, et franchement, à chaque fois, je me dis qu'on a plutôt de la chance de la voir parce qu'on pourrait avoir tellement pire en top influenceur, influenceuse France. Alors, continuons à faire des analyses critiques de son discours parce qu'on est exigeant, et continuons de la défendre sans sourciller quand elle est la cible d'attaques sexistes, misogynes ou racistes. Avant de se quitter, je suis très chaud d'avoir vos retours et de savoir ce que vous avez pensé de ce format un peu bizarre qui est nouveau pour moi. Sur ce, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. Ciao!